Le jour où nous sortons de cet espace de vie, tout d'un coup, nous entrons dans la liberté personnelle. Et nous sortons de la loyauté familiale invisible. Le jour où nous faisons la prise de conscience, c'est comme si nous étions à une barrière. Comme un train qui s'arrête à une barrière. Le train, la loyauté familiale invisible, c'est le train qui comporte tous les wagons. Et la locomotive, elle est dirigée par la généalogie. Et moi qui suis fidèle, qui suis loyal, qui suis un être normal, somme toute, eh bien je me conforme comme ceux qui m'ont précédé et je continue à porter les wagons et à tirer les wagons qui ne m'appartiennent pas. D'accord. Donc j'aimerais juste vous interrompre et faire un petit point. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut rejeter d'une manière ou d'une autre ou prendre des distances avec sa famille. Ah non, absolument pas. Voilà. Je ne dis absolument pas cela. Je ne dis absolument pas cela. Je parle d'un phénomène qui est un phénomène qui a été identifié, qui est un phénomène qui est scientifiquement prouvé, et que à partir de ce phénomène scientifiquement prouvé, eh bien, il y a des possibilités de s'en sortir. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut s'éloigner de sa famille ou quitter sa famille. Non, je ne dis absolument pas cela. Je dis que chacun a sa vie à vivre, mais que cette loyauté familiale invisible agit sur nous et sur notre inconscient à la fois comme un frein ou un accélérateur, selon la manière dont la personne va vivre cet événement et dont elle aura envie de se défaire en quelque sorte, de se défaire. Donc les choix, les choses, les orientations qu'on va prendre dans notre vie doivent être, selon vous, au maximum désinfluencées de la saga familiale. C'est-à-dire que cette loyauté invisible doit, avec le temps, pour qu'on soit de plus en plus heureux et pour qu'on soit de plus en plus nous-mêmes, doit nous influencer de moins en moins. Donc il faut en prendre conscience finalement. Voilà. Alors il y a des gens qui ont grandi dans des petites familles, des petits clans, qui n'étaient pas très favorables justement à la loyauté familiale. Par exemple, dans certaines familles, il y a peu de relations avec les grands-parents ou les oncles, qui parfois, du coup, de toute façon, très souvent, sont très loin. Il y a peu de liens. Le lien familial n'est pas très fort, il n'y a pas beaucoup de visites, et durant l'enfance, il n'y a pas beaucoup, parfois même de départs ou de vacances chez les grands-parents, chez les oncles et tantes, et ça forme un petit clan, papa, maman, les frères et les sœurs. Il y a certaines familles comme ça. Est-ce que, selon vous, ça permet à ces enfants qui finalement n'ont pas été sujets à cette pression de la grande famille où il faut plaire à tout le monde, est-ce que selon vous, ça peut faciliter peut-être une obéissance peut-être moins accentuée, ou est-ce que systématiquement les grandes familles peuvent aussi apporter quand même, soit systématiquement une pression invisible, ou apporter aussi quelque chose d'autre qui est aussi en soi peut-être positif aussi. Là, il y a deux questions finalement. Oui, j'ai bien entendu vos deux questions. La notion de loyauté familiale invisible n'intervient pas, quelle que soit la taille de la famille. C'est pas parce qu'on a une petite famille ou une grande famille que cette loyauté ne va pas intervenir. Finalement, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Parce que, si elle ne fréquente pas sa famille, même si la famille est petite, même si la famille est grande, bien sûr, si la famille est grande, l'incidence sera plus conséquente. Mais même si la personne ne rencontre pas les membres de la famille, même si elle n'a jamais rencontré le grand-père, la grand-mère, parce que les parents étaient brouillés, parce que ceci, parce que cela, la personne va révéler dans son histoire la fidélité à la loyauté familiale. Cette fidélité invisible. Elle va la révéler de toute façon. Finalement, c'est dans les gènes. C'est quelque chose qui se passe dans les gènes, dans les cellules. D'accord. Hein, et qui est tellement transmis de manière tenue, c'est-à-dire c'est tellement infime que il arrive parfois que je me dis, mais c'est impressionnant de voir avec quelle précision, c'est comme une précision de métronome,
où il va y avoir, selon le travail de la personne, des informations, des réponses qui lui viennent. Et ces réponses, je ne les ai pas moi, c'est pas moi qui induit les personnes, qui induit la complémentarité, c'est pas moi qui vais induire chez la personne quoi que ce soit. C'est la personne avec laquelle je travaille qui veut faire son propre cheminement. Et c'est grâce à ce cheminement que tout d'un coup vont se mettre à jour des informations, d'abord que la personne croyait totalement oubliées, qui me sont révélées, puisque moi je ne connais pas forcément l'intégralité de la réalité de cette personne, et que ces choses étant révélées, eh bien, la personne se dit, mais c'est quand même incroyable, je ne suis jamais allée à tel endroit, je n'ai jamais fréquenté mon oncle un tel, je n'ai jamais vu ma tante une telle, et pourtant, d'après ce que je sais, eh bien, c'est d'elle que je tiendrai tel ou tel trait de famille ou de caractère. Donc ça veut dire que quelque part, cet impact générationnel, nous le reverrons plus tard lorsque nous traiterons de la naissance. Nous allons voir comment cette influence de la naissance peut se traduire même si les personnes ne sont pas en contact, même si les personnes sont lointaines. Il suffit simplement que le père et la mère qui ont conçu l'enfant puissent à un moment donné avoir été en contact avec l'information. Et cette information se mémorise naturellement au fond de la personne, sans qu'il y ait une réalité absolue.